Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 13 décembre. Ce vendredi à la CCI Meuse-Haute-Marne s'est déroulé Pitch ta boîte, un job dating un peu particulier où les entreprises se vendent auprès de plusieurs candidats. À Châteauvillain, une grande bâtisse se transforme chaque année en véritable repère du Père Noël. Entre déclarations scintillantes, ateliers de jouets, lecture de contes et rencontres magiques avec le Père Noël, il y en a pour tous les goûts. Ce jeudi, le préfet de la Meuse a annoncé de nouvelles mesures pour la chasse contre le gibier dans le département. Des décisions qui font suite aux importants dégâts sur les exploitations agricoles. Un point rapide sur la météo et cette journée de samedi qui s'annonce fraîche dans nos départements. Le ciel restera très gris et chargé toute la journée avec une sensation hivernale marquée. Les températures, vous le voyez, au maximal ne dépasseront pas 7 degrés. À Saint-Dizier, les codes du recrutement ont été bousculés. Ce vendredi, à la CCI Meuse-Haute-Marne, un job dating d'un nouveau genre a été organisé. Ici, ce sont les entreprises qui montent sur scène pour se présenter et pour convaincre. En quelques minutes, elles doivent séduire des candidats à la recherche d'un emploi, d'un temps partiel ou d'une reconversion. Un format inversé, pensé notamment pour valoriser l'expérience des seniors. Les détails avec Janice Gallard et Léo Martin. À Saint-Dizier, on est connu pour les produits des mini-pelles depuis 35 ans. On fait partie d'une structure un peu particulière et on met en avant ce qu'on appelle le temps partagé. Ce ne sont que des implantations locales et c'est un groupe avec une raison d'être. Ils ont 2 minutes pour convaincre une soixantaine de candidats. En presque 40 minutes, 9 entreprises se succèdent devant cette audience aux profils variés pour présenter leur activité de manière attractive. Cet événement, appelé Pitch ta boîte, est opéré par la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, France Travail et d'autres partenaires dans le cadre du programme Les Seniors, ça vaut de l'or. Le format Pitch ta boîte, c'est un format qu'on a déjà déployé dans d'autres situations et qui à chaque fois remporte un grand succès. Aujourd'hui, on voit des entreprises avec des candidats en face qui parlent de manière très libre et on se rend compte que c'est ça ce dont les gens ont besoin, c'est-à-dire un petit coup de pouce, une petite énergie pour se dire finalement les entreprises sont des gens comme vous et moi, sont des gens qui ont des enjeux. C'est pour briser cette petite glace qui peut exister quand on s'adresse à des gens qu'on ne connaît pas et puis permettre en quelques minutes de parler avec sincérité pour donner envie et puis établir le contact pour après un entretien plus approfondi. Un job dating où les rôles sont inversés, une façon d'aborder le recrutement d'une manière plus originale. Pour nous, c'est un peu novateur, puisque habituellement, on attend, on est un peu passif. Là, cette fois-ci, on est actif. Et c'est une belle expérience, puisque nous avons déjà eu beaucoup de postulants qui sont venus nous voir avec des beaux CV, avec des belles carrières. Et donc, pour nous, c'est très, très intéressant d'être présent sur le territoire et de pouvoir rencontrer ces personnes que l'on n'aurait pas forcément détectées autrement. Je trouve que c'est intéressant pour les personnes en recherche d'emploi de voir que nous aussi, il faut savoir se vendre l'entreprise et qu'on peut tous être à cette place de vendeur un jour ou l'autre. Donc pour moi, comme ça inverse un peu le rapport de force. Crayon et carnet à la main, les candidats prennent des notes en écoutant chaque pitch avec attention. Chacun recherche des missions locales, un contrat en temps partiel ou à temps plein sur le périmètre de Saint-Dizier. Certains souhaitent même un dernier travail avant de partir en retraite. On n'ose pas toujours frapper aux portes des entreprises parce qu'on ne sait pas toujours, si on veut y aller comme ça spontanément, on ne sait pas ce qu'elles peuvent rechercher. Et là, on se dit, au moins, c'est nous qui allons choisir et pas l'inverse. Et ça, c'est très positif. Chaque société possède une urne qui lui est attribuée. À l'issue des présentations, les personnes intéressées peuvent y déposer un bulletin qui présente une demande d'information, une visite dans les locaux ou des demandes de stage. L'occasion aussi de prendre un temps pour échanger avec les entreprises présentes. Après l'événement, pour les candidats et entreprises intéressées mutuellement, des périodes d'immersion seront organisées pour assurer leur mise en relation. À Châteauvillain, en Haute-Marne, une maison pas comme les autres ouvre ses portes à l'approche des fêtes. Chaque année, cette grande bâtisse se transforme en véritable univers de Noël, entièrement imaginé et décoré par des bénévoles. Ateliers, contes, rencontres avec le Père Noël, une immersion féerique qui attire déjà des milliers de visiteurs et qui fait battre le cœur de la ville au rythme des fêtes. Célia Richard vous fait la visite.
Donc bienvenue à la maison du Père Noël de Châteauvillain. Je vais vous faire visiter les lieux. La magie de Noël semble s'être posée comme un voile lumineux sur cette bâtisse. Les guirlandes scintillent, les décorations s'animent et la musique de Noël emplit doucement l'air de Châteauvillain. Dans cette maison, ouverte seulement quelques semaines par an, tout invite à croire que le Père Noël a véritablement élu domicile ici. Alors là, vous passez sous une magnifique arche qui a demandé 8 heures de travail. Il y a un peu plus de 300 boules de Noël sur cette arche. Donc là, vous entrez dans le salon. Une maison entière transformée en univers enchanté, 5 pièces minutieusement décorées, chacune pensée comme une scène à part entière. Donc la maison comprend 5 pièces, elle fait 140 mètres carrés. À l'intérieur, vous avez 53 sapins décorés, 22 casse-noisettes, des dizaines et dizaines de calendriers de l'Avent. Pendant plus de 2 mois, 11 bénévoles passionnés y ont recréé le salon, la salle à manger, la cuisine, la chambre, mais surtout le bureau du Père Noël et son atelier. Il est en train de regarder tout le courrier et c'est beaucoup de travail. Vous avez un fond pôle Nord. Alors avec les enfants, bien sûr, c'est par le Père Noël avec de la poudre dorée. De l'autre côté, vous avez l'atelier du Père Noël. Ces 2 pièces invitent les plus petits à rencontrer celui qui fait briller leurs yeux, le Père Noël. Assis à son bureau, il reçoit les enfants un par un. Avec douceur et bienveillance, il leur pose la question incontournable, ont-ils été sages cette année ? Théa, T-H-E-A. Oui. Bien. Ah, tout de suite, je tombe aussitôt sur Théa. Tu es dans la liste des enfants sages. Et après vérification, ils ont même le droit de demander le jouet qu'ils veulent pour Noël. La maison de Gabicha. La maison de Gabicha, écoute. Oui, Père Noël. La maison de Gabicha, s'il te plaît. J'y vais. Le but recherché, c'est de voir les gens avec des étoiles plein les yeux. Les enfants, les grands, enfin, ils ressortent d'ici, ils sont émerveillés. Et plusieurs fois dans le mois, l'atmosphère devient encore plus douce grâce aux lectures de contes de Noël. Confortablement installés sur les canapés du salon, enfants et parents écoutent attentivement les différentes histoires. Mon bonnet a disparu. Mais les amis ont cherché dans tous les coins et recoins de la maison. Le bonnet n'est nulle part. C'est l'échange qu'on aime bien, quoi. C'est ce partage. Et on se rend compte que non seulement les enfants sont attentifs et émerveillés, mais les parents. Et les parents viennent avec les enfants parce qu'ils ont aussi la magie, cette magie de Noël. Cette magie de Noël, oui, donc c'est pour ça qu'ils suivent avec intérêt donc nos histoires qui sont, il faut le préciser, elles sont assez courtes justement pour qu'ils gardent l'intérêt jusqu'au bout. Au fil des semaines, la maison du Père Noël, ouverte du mercredi au dimanche à partir de 17h30, accueillera d'autres animations, transformant cette bâtisse en véritable cœur battant des fêtes de fin d'année. Une initiative qui plaît déjà à plus de 3000 personnes. La chasse est devenue un sujet complexe dans le département voisin. En Meuse, des battues administratives ont enfin été autorisées pour faire face à la surpopulation de gibier, en particulier de sangliers. Une décision prise afin de limiter les dégâts importants causés dans les cultures, dans les forêts et face aux infrastructures. Dans un contexte où la régulation classique ne suffit plus, il fallait prendre des décisions. Vous allez comprendre avec Léo Martin. Vous voyez la courbe générale. On voit qu'on avait un énorme pic en 2019, alors chacun étant à des niveaux différents de base, mais et puis tout le monde a baissé. Tout le monde en Grand Est. Sauf le vilain petit canard en noir, c'est la Meuse. Une nouveauté pour abattre encore plus de gibier et réguler les animaux en Meuse. Le préfet du département a annoncé la création de battues administratives afin de permettre aux chasseurs et aux communes de pouvoir tuer encore plus de bêtes que prévu. La prolongation du schéma départemental de chasse est arrivé à expiration. J'ai ouvert une possibilité qui est que toutes les chasses qui arrivent à 100% de leurs attributions et qui donc normalement sinon devraient s'arrêter et qui souhaitent continuer parce qu'elles voient qu'elles ont encore beaucoup de gibier et qu'il faudrait continuer à chasser, peuvent le faire. Il faut qu'elles m'adressent une demande de battue administrative à la DDT et on va leur permettre de faire ces battues qui leur permettront de chasser normalement avec quelques conditions, présence des louvetiers pour compter, etc. Mais c'est très simple. Je constate les problématiques de chasse en Meuse qui est de libérer la chasse et de permettre aux chasseurs de chasser.
de façon à diminuer des populations qui sont souvent excédentaires et qui causent des dégâts très importants aux cultures et la sylviculture. Parce que je suis bien conscient qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'avec la non-gestion qu'on a eu depuis plusieurs années par la Fédération de chasse et les mauvaises pratiques d'un certain nombre de chasses, pas la majorité, mais un certain nombre qui ont plombé les autres, on a un cercle vicieux avec une chasse qui coûte de plus en plus cher et donc des chasseurs qui, du coup, sont de moins en moins incités à chasser alors qu'on a besoin qu'ils chassent plus. En Meuse, ce sont plus de 4 millions d'euros de dégâts enregistrés à cause du gibier. Dans cette exploitation, une partie des cultures est ravagée, notamment à cause des sangliers. Là, on est sur une parcelle qui avait pas reçu encore de désherbage. Voilà, depuis quelques années, j'ai travaillé, essayé de retrouver des méthodes pour alléger la partie pesticides et désherbage. Et voilà le travail, quoi. Tout a été détruit et on ne sait pas au printemps, parce que forcément, il y a quelque chose qui va repousser et ce sera forcément quelque chose qui n'est pas désiré. Et des destructions telles qu'on a, là, on a une perte de récolte. On sait que dans le département, c'est 3000 hectares. En équivalence, ça peut faire quand même 25 exploitations meusiennes qui seraient totalement détruites. Désormais, lorsque les chasseurs sont arrivés à 100% de leurs attributions et la battue administrative est validée par la préfecture, les bagues deviennent gratuites. Un objectif supplémentaire surveillé de près par la direction départementale des territoires qui veut réguler le nombre de sangliers. Le quota global n'est jamais atteint, hein. On atteint 80% au niveau global et donc ça veut dire que c'est comme si on ne chassait pas une année sur les 5 années. Donc c'est vraiment notre sujet. On a environ 25 000 sangliers à tuer chaque année, mais on sait qu'au vu de la population, au vu des dégâts, des 3000 hectares qui sont faits, on a largement plus besoin de tirer sur les sangliers pour diminuer cette population. Donc c'est pour cela aussi qu'on a fait des tirs de destruction cet été. C'est une première victoire et c'est une victoire qui n'est pas que arithmétique, c'est aussi une victoire sur le fait de se dire que la chasse à l'affût est une chasse tout à fait indispensable et qui doit être pratiquée en plus de la battue tout au long de l'année. Pour les municipalités, les dégâts sont aussi considérables, notamment dans les forêts communales, ce qui leur fait perdre énormément d'argent. C'est des hardes de 70 à peut-être 100 cerfs, plus les sangliers, donc on ne les compte plus. Mais c'est vraiment, nous, on est arrivé au summum. Pour nous, on ne peut plus rien faire, on veut dire. Parce que nos forêts sont dévastées par le gibier. On a eu du scolyte, on a été obligé de couper tous nos sapins. On a voulu replanter, mais en replantant, il a fallu qu'on grillage. Donc c'est inadmissible de devoir grillager la forêt pour pouvoir replanter. Sinon, on n'a plus rien, tout est bouffé. Les élections de la Fédération de chasse sont attendues à partir de février l'année prochaine. Aujourd'hui, il n'y a plus de direction suite à la démission de tous les décisionnaires. Pour le moment, seule une liste est déclarée. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, votre nouveau numéro d'Éco-Région. Comme chaque semaine, Michel Picot vous emmène au cœur des territoires et de leur initiative économique. Mais tout de suite, un point sur la météo.